Ok, bienvenue à toi. Si tu es ici, c'est que tu es intéressé par comment tu peux gagner de l'argent grâce au code que tu sais faire et une compétence que tu peux monétiser. Et donc, j'ai répertorié à peu près 10 façons de faire. Alors, il y en a bien plus, mais moi, c'est les 10 que je connais et dont je peux parler et qui vont te permettre d'avoir des à côté en fait de ton travail actuellement si tu es salarié et qui vont permettre de te développer petit à petit et de faire ce que tu aimes faire, le code. Et voilà, donc c'est parti. J'ai mis quelques notes ici, je vais faire ça sans cut ni rien. Ce sera une vidéo à la cool. Donc déjà, la voie traditionnelle, c'est en mode t'es salarié. Et donc là, dans ce cas-là, tu échanges ton temps contre un salaire. Donc ce temps-là, tu n'en fais pas ce que tu veux. C'est ton patron qui va te dire sur quoi tu vas coder, que tu dois être là de telle heure à telle heure. Donc ça, c'est la première manière et c'est la manière la plus répandue parce que de base, tout le monde commence par avoir un travail et c'est la méthode la plus simple et la moins risquée. Parce que, premièrement, tu as plein d'avantages, tu as les congés, tu peux avoir des tickets resto, des fois tu as des avantages d'entreprise et aussi ça te permet d'emprunter plus facilement. Mais c'est la plus contraignante parce que tu choisis pas vraiment là où tu travailles. Enfin, si tu le choisis parce que tu as choisi de postuler, mais du coup, dedans, tu choisis pas vraiment ce que tu fais, ni comment tu le fais, ni d'où tu le fais. Voilà, tu es quand même régi par ta société, en gros. Mais en fait, c'est l'avantage, c'est que de base, si tu commences, si tu es nouveau dans le dev, et ça va te permettre d'acquérir beaucoup de compétences parce que tu vas apprendre des autres. Et donc l'avantage, c'est que si ton but, c'est pas forcément d'être salarié à terme, et d'être salarié au début, ça va quand même être avantageux parce que justement, il faut te reposer sur le fait que tu es une équipe sur laquelle tu peux apprendre et aller essayer de creuser vers tes seniors, vers les gens qui peuvent t'apprendre des choses. Parce que tu vas pouvoir apprendre des choses que tu vas pas apprendre tout seul. Et ça va pouvoir aller t'aider pour la suite. Et aussi le salariat, ça va être un point de départ pour toutes les autres activités. Parce que toutes les autres, tu vas pouvoir les faire à côté du salariat. Donc comme ça te permet d'avoir des fonds pour, si tu veux investir un petit peu dans des serveurs ou je sais pas, dans des ressources pour commencer une nouvelle activité. Et ça te permet également quand même de pouvoir payer ton loyer et ta nourriture à la fin du mois. Donc ça te permet d'être safe et à côté de commencer à essayer de t'élargir sur d'autres activités. Donc c'est un peu la stratégie à faire en fait, c'est carrément même la stratégie à faire. Quand tu commences, c'est vraiment de commencer à côté du salariat, le soir, les week-ends. Parce que si tu lâches du jour au lendemain alors que tu n'as jamais rien lancé, ça va pas marcher. Donc vraiment, reste dans ton salariat pour l'instant et essaye de te développer à côté. Donc la première méthode que tu peux appliquer à côté, c'est la plus connue, c'est le freelancing. Donc le freelancing, c'est quoi? C'est le fait de faire des missions dans une entreprise, mais dans ce cas-là, l'entreprise, c'est pas ton employeur, c'est ton client. Donc en soi, ça change pas grand-chose en vrai, parce que tu vas faire les mêmes missions qu'en entreprise. C'est juste que ton rapport avec l'entreprise, il est différent. Au lieu de te verser un salaire, toi, tu les factures pour qu'ils te payent. Et du coup, de fait, tu as un meilleur salaire parce que les cotisations sont moins élevées. Enfin bref, c'est tout un calcul à faire. Je te laisse regarder de ce côté-là si ça t'intéresse. Mais du coup, en freelance, tu as deux stratégies. Soit tu es au forfait, donc ça veut dire que tu vas être payé pour faire une mission. Donc je sais pas moi, il y a un projet à faire dans l'entreprise. Toi, tu vas être missionné pour en faire une partie. Ta mission de freelance, ça sera, je sais pas moi, 2 semaines, un mois, le temps que cette mission elle soit effectuée. Donc le prix pour faire cette mission, il est déterminé avant même. Donc c'est toi qui dois déterminer le prix que tu vas facturer à ton client. Donc savoir si lui il accepte ou pas. Et du coup, c'est plus compliqué que la deuxième méthode que je vais te dire. Parce que tu dois savoir déjà combien de temps ça va te prendre. Tu dois arriver à bien estimer. Et souvent, c'est compliqué de bien estimer au début. Et le risque, il est de ton côté du coup. Parce que toi, tu as une deadline. Tu dois faire ton truc dans la deadline. Que tu passes plus de temps ou moins de temps que tu as prévu, et c'est pas l'histoire du client. Lui, il veut juste que ça respecte ta deadline. Donc si pour respecter la deadline, tu dois faire 15 heures par jour, là, c'est toi qui es perdant. Alors que l'autre partie, c'est la régie, donc freelance en régie. Et là, du coup, tu as des contrats plus long terme. Donc souvent, ça va être entre 3 mois, 6 mois, 1 an. Et là, tu vas carrément être intégré dans l'entreprise, comme les autres salariés en fait. Et tu vas être intégré à une équipe et tu vas bosser beaucoup plus long terme. Et là, tu es payé au temps en fait que tu vas passer. Donc souvent à ton TJM, donc taux journalier moyen. Je sais pas, moi par exemple, tu es à 350 € de taux journalier moyen. Donc ça veut dire que tu factures à 350 € par jour. Et donc ta mission
et bah, tu travailles 25 jours par mois dans l'entreprise, et bah, tu vas être payé 25 fois 350 euros. Alors du coup, l'avantage de la mission au forfait, et bah, c'est que tu vas souvent changer de secteur, souvent changer de mission, et donc tu vas avoir beaucoup plus de choses différentes. Par contre, et tu peux bosser totalement en asynchrone, parce que le client, lui, ce qu'il veut juste, c'est le rendu de son projet à telle date, et il s'en fiche de comment tu bosses, si tu bosses la nuit, si tu bosses à Taïwan, si tu bosses aux États-Unis, ça, il s'en fout. Par contre, le désavantage, c'est que tu vas devoir du coup trouver souvent des nouvelles missions. Là où la régie, et bah, du coup, pendant plusieurs mois, voire années, et bah, tu es calé avec le même client, donc tu n'as pas besoin de faire sans cesse des recherches. Par contre, bah, là, tu dois te caler sur leurs horaires à eux, et souvent, bah, c'est en présentiel. Tu peux faire du mixte, mais le plus souvent, bah, ouais, tu as une partie en présentiel, une partie en distanciel. Et donc bah, là, tu dois aller dans l'entreprise, donc bah, tu dois t'accorder aux horaires de l'entreprise. Ensuite, la troisième méthode, c'est d'être solopreneur ou indie hacker. Donc c'est le mouvement qui est un peu à la mode. C'est le fait de monter soi-même ses propres projets et donc les vendre à des clients. Donc là, bah, tes rémunérations, ça sera les ventes que tu fais à tes différents clients. Donc par exemple, je sais pas, moi, tu as un produit à 50 euros, tu le vends à 100 clients, et bah, tu auras fait 5000 de chiffre d'affaires sur le mois. Et de ça, et bah, tu peux te verser un salaire depuis la société que tu as, ou si tu es encore auto-entrepreneur. Donc là, c'est plus compliqué déjà parce que bah, tu dois tout gérer. Donc là, tu gères une société. Tu dois savoir faire plus de choses parce que là, du coup, ça ne sera pas juste savoir coder, ça sera savoir faire l'UI, l'UX parce que tu n'auras personne avec toi pour faire le design de tes applications. Ça sera savoir faire du marketing parce que tu n'auras personne avec toi pour marketer ton produit. Ça sera connaître des stratégies de business parce que bah, tu n'auras personne avec toi pour te faire tes stratégies de business. Donc voilà, c'est beaucoup plus étendu, c'est également beaucoup plus intéressant parce que tu vois beaucoup plus de choses. Mais c'est pas fait du tout pour tout le monde parce que là, il faut vraiment être indépendant et avoir une bonne discipline. Parce que là, il n'y a personne qui va te donner la discipline à faire. C'est juste toi et le marché et le produit que tu veux faire. Donc voilà, c'est vraiment pas le plus simple. Mais c'est le plus gratifiant et le plus rémunérateur si tu arrives à vraiment faire quelque chose que tu arrives à scale de malade ou à faire une grosse entreprise. Enfin voilà, c'est vraiment le plus intéressant de ce côté-là. Et techniquement, bah, tu vas apprendre aussi énormément parce que comme tu vas devoir apprendre des choses par rapport à tes problématiques, et bah, tu vas essayer d'apprendre vite pour résoudre tes problèmes vite. Et donc sur ce point-là, c'est là où c'est fort. Le gros avantage aussi, c'est que bah, vous bossez que dans les domaines que vous kiffez. Donc bah, c'est du kiff tout le temps et tu peux bosser n'importe quand, n'importe où. Tant que tu as une connexion internet, là, il n'y a pas de problème. Ensuite, le quatrième moyen, c'est de lancer une chaîne YouTube. Donc sur YouTube, vous avez plusieurs moyens de gagner de l'argent. Il y a quand même pas mal de moyens. Donc premièrement, vous pouvez faire des partenariats. Donc les partenariats, c'est des marques, comme on voit souvent Hostinger dans nos domaines, Odoo, voilà, qui vont vous payer pour parler de leur marque. Et souvent, on croit qu'il faut avoir des milliers d'abonnés pour faire ça. En fait, pas du tout. Je connais des gens qui ont vraiment pas beaucoup d'abonnés et qui ont déjà des propositions de partenariat. Donc vraiment, ça peut aller super vite. Ensuite, la deuxième méthode, c'est de faire de l'affiliation. Donc, c'est de vendre des produits d'une autre marque. En fait, et vous, du coup, vous touchez des commissions sur les ventes sur les achats que les gens y font depuis votre lien. Donc si vous n'avez pas d'idée de quoi vendre, ça peut être une bonne solution. Et sinon, bah, vous pouvez vendre votre propre produit. Et du coup, sinon, la dernière solution, bah, c'est de vendre votre propre produit et d'utiliser YouTube comme un canal de distribution. Par exemple, comme je pourrais le faire en disant que vous pouvez essayer Sendshort gratuitement dans la description. Il y a un code moins 10% avec Roma10. Voilà, je vous laisse tester. Voilà, ce genre de choses par exemple. Ensuite, pour la chaîne, il y a 15 000 thèmes possibles. Vous pouvez faire de la vulgarisation dev. Là, on voit qu'il y a plein de chaînes sur de la vulgarisation IA qui se sont montées. Vous pouvez faire des tutos. Vous pouvez faire des formations. Bon, enfin, c'est un peu pareil que des tutos. Vous pouvez faire des chaînes de news. Il y a des chaînes comme par exemple Dev Café qui, eux, ont trouvé leur créneau en racontant des petites news comme ça dans le monde du dev. Et ensuite, bah, vous avez possibilité de monétiser ça avec les différentes stratégies que je vous ai données avant. Et donc, choisissez un domaine que vous aimez parce qu'il va falloir que vous va falloir quand même que vous aimez bien créer le contenu sur votre chaîne YouTube parce que ça va vous prendre du temps de chercher les idées, de faire le montage et tout. Donc si vous n'aimez pas le secteur dans lequel vous faites vos vidéos, ça va être compliqué. Et aussi mettez-le à votre sauce. Ça sert à rien de recopier quelqu'un d'autre qui fait la même chose que vous. Ce qui vous démarquera, c'est votre personnalité à vous, comment vous allez amener les choses. Et donc ça, il n'y a que vous qui pouvez le faire. Si vous préférez créer du contenu écrit plutôt que de vous filmer,
vous pouvez soit monter un blog, soit faire des articles sur Medium. C'est deux choses qui permettent de rémunérer du contenu écrit. Medium, je sais que tu peux avoir des certifications et tout pour être dans leur partenaire et être rémunéré quand tu écris des choses. Ou alors, on a un bon exemple de blog avec Gabin je vous affiche son blog. Je vous mettrai son blog en commentaire, c'est super intéressant parce qu'il parle de toutes les problématiques administratives pour un entrepreneur et comment tu peux optimiser tes revenus. Donc lui, vous voyez, il a choisi une niche spécifique et il crée du contenu là-dessus. Et par la suite, je pense qu'il a une stratégie derrière tout ça. Ensuite, une autre méthode, c'est de créer des formations. Formation dev, c'est beaucoup recherché parce que les gens, quand ils apprennent, ils ont envie d'avoir du contenu intéressant à apprendre. Et donc l'idée, c'est que si vous faites une formation, faut offrir énormément de valeur et faire quelque chose de super intéressant pour le client, de sorte à ce qu'ils se disent qu'il a bien fait de venir chez vous au lieu de passer du temps à chercher plein de tutos par-ci par-là sur YouTube. Et on a des très bons exemples en France comme ça, comme Melvin ou alors Docstring sur Python avec Thibaut. Et donc ces deux-là, ils ont réussi à bien faire leur trou dans le secteur des formations en faisant des formations super qualitatives, super intéressantes. Je vous mettrai pareil leur chaîne dans les commentaires si vous êtes intéressés. Et par exemple, je voyais Melvin qui disait qu'en France, ça manque de formation sur Vue.js. Donc voilà, si vous êtes expert en Vue.js, il y a peut-être un créneau à prendre. D'ailleurs, lui, il a créé sa plateforme de formation spécialisée dans le développement ou pour créer des expériences vraiment immersives dans le développement. Donc si vous êtes intéressé si vous avez une expertise dans le Vue.js, je vous conseille d'aller voir ses codelines et vous vous inscrivez dessus et vous regardez ce que vous pouvez faire. Et comme ça, vous pouvez gagner de l'argent en vendant votre expertise sur de la formation. Ensuite, vous pouvez développer des apps mobiles. Donc ça rejoint un peu le côté entrepreneuriat, mais c'est un peu différent. C'est un marché vraiment à part parce que vous pouvez faire des apps mobiles qui décollent vraiment du jour au lendemain. On a eu un exemple l'année dernière. C'était une app toute bête en plus qui te permettait de te prendre en photo et ça te mettait dans des décors différents. Et l'app, elle est devenue hyper virale en quelques jours. Et le mec, je crois qu'il est arrivé à 15 000 € par jour de revenus, un truc de fou quoi avec son app. Alors que de base, il n'y avait rien de fou. Mais enfin voilà, si vous arrivez à avoir une idée qui pourrait être virale et qui peut être bien reprise sur TikTok et tout. Mais voilà, il y a moyen de se faire beaucoup d'argent avec les applications mobiles. Ensuite, il y a le monde des bots aussi. Le monde des bots, c'est quelque chose d'un peu spécifique. Mais si vous aimez bien la bidouille et tout, ça devrait vous plaire. Parce qu'il y a plein de secteurs différents, comme les bots de resell, de vêtements, de chaussures. Il y a des bots Discord qui se font sur mesure, bots Telegram aussi sur mesure. Donc voilà, tout le monde du bot, c'est vraiment un monde à part et où tu peux aussi te faire de l'argent en vendant tes propres bots que tu as créés. Un peu dans le même genre, tu as aussi le développement d'applications pour des CMS comme WordPress. WordPress, ça s'appelle des plugins, ou Shopify. Donc là, le but, c'est de créer des applications qui vont soit aider les e-commerçants ou ceux qui font du WordPress à créer leur site, soit faire des espèces de plugins en fait que les e-commerçants ils vont pouvoir rajouter sur leur site et qui va faire des fonctionnalités hyper simples qu'ils pourront utiliser. Par exemple, une des plus connues en France, c'est White Bundle. Lui, il a créé une application qui permet de faire des bundles de produits et de vendre directement des produits en pack. Donc, c'est-à-dire qu'un bundle, c'est quoi? C'est un pack de 3 produits différents. Et ça, au départ, quand il a créé ça, ça n'existait pas. Et c'était galère pour les commerçants de faire ça. Et quand il a sorti son app, les commerçants, ils avaient juste à sélectionner 3 produits. Hop, ça faisait un bundle. Ils pouvaient vendre le bundle déjà tout fait. Et quand le client l'ajoutait au panier, ça ajoutait les 3 produits, machin. Et donc avec ça, il s'est fait beaucoup d'argent aussi. Et enfin, la dernière méthode, c'est de contribuer à des projets open source. Il y a pas mal de projets qui rémunèrent les personnes qui amènent des améliorations sur le projet. Par exemple, je pense notamment à Raymotion, qui est un projet open source que j'utilise, et qui, sur leur site, tu peux trouver différents développements à faire. Et eux, après, une fois que tu as fait le dev, que ta pull request elle acceptée, et ils te reversent de l'argent parce que tu as contribué au projet. Et donc, c'est des 100, 200, 500 € des fois pour certains fixes de bugs. Donc voilà, ça peut être un autre secteur très intéressant. Et souvent, c'est bien valorisé sur le CV de dire qu'on a participé à des projets open source. Donc, peu importe le domaine que vous allez choisir, dans tous les cas, il va falloir bosser si vous voulez vous en sortir pour vous démarquer des autres. Même si vous êtes juste salarié et que vous voulez pas faire autre chose, moi, je vous conseille quand même de faire des projets à côté qui vous permettent de prendre en skill autre que ce que vous faites au travail.
parce que ça sera d'autant plus valorisé sur votre CV de dire, bah voilà, moi j'ai construit une application qui est utilisée, même si c'est pas pour la vendre, c'est juste pour, vous voulez juste faire des choses open source, et bah vous pouvez dire, moi j'ai construit une application qui est utilisée par tant de users, voilà, j'ai mis ça en place, j'ai déployé comme ci, comme ça. Enfin voilà, il y a plein de choses à faire. Et souvent, c'est de l'expérience qui est énormément valorisée. Donc on peut voir avec tous ces milieux différents que le code, eh ben, c'est hyper vaste, on peut faire énormément de choses différentes. Et donc, moi, je pense que le code, ça reste un moyen vers nos objectifs personnels. Et c'est ce que j'avais envie de vous montrer sur cette chaîne, c'est tous les domaines qu'on peut toucher en étant de base juste développeur. Et donc, c'est pour ça que je lance un concept d'interview où je vais interviewer des personnes de tout secteurs différents, de tout milieux différents, qui soient indépendants, start-upers, qu'ils aient créé leur propre boîte, qu'ils aient des postes un peu atypiques dans des boîtes, ou alors qu'ils aient des super postes même de salariés. Et bah moi ça m'intéresse d'avoir le parcours de ces personnes-là, de montrer comment ils sont passés de développeurs à là où ils en sont aujourd'hui, et de vous montrer que il y a tout un tas de parcours différents en fait, et que tu peux être développeur un jour et dans 10 ans tu peux être bien autre chose, et que le code en fait ça évolue avec toi, ce que tu fais. Et donc voilà, donc le premier épisode il arrive la semaine prochaine. J'ai déjà interviewé une belle personne qui a déjà un beau parcours, donc j'espère que ça vous plaira, que ça vous inspirera autant que moi ça m'inspire. Dites-moi en commentaire si vous aimeriez voir des personnes spécifiques sur la chaîne, j'irai les contacter directement. Ou si même vous, vous êtes intéressé pour passer, vous m'envoyez un petit message sur Twitter ou sur LinkedIn, je vous répondrai avec plaisir. En tout cas, dis-moi en commentaire si tu es motivé à essayer une des méthodes que je t'ai citées auparavant, pour essayer de créer quelque chose d'autre en plus que ce que tu fais actuellement. Si c'est le cas, dis-moi en commentaire ce que c'est. Et aussi, si tu as des questions par rapport à ce domaine, mets-les-moi en commentaire, comme ça j'y répondrai dans une autre vidéo. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine. On se retrouve dimanche prochain pour le premier concept interview de ma chaîne. Et en attendant, je vous dis ciao, à la prochaine.